Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour un épisode quelque peu différent où je vais essayer de bousculer vos idées et votre état d'esprit. Aujourd'hui, on va donc parler mindset et je vais vous partager les 5 prises de conscience qui sont, selon moi, essentielles à avoir pour entreprendre dans la mode. J'ai accompagné de nombreuses créatrices et créateurs, donc il y a des blocages que je vois régulièrement et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet dans un épisode. Mon objectif, c'est de vous aider à prendre conscience des freins, des peurs irrationnelles ou tout simplement des manières de penser qui vous empêchent d'avancer dans la création de votre marque ou dans son développement. Sans plus tarder, c'est parti pour les 5 coups de pied aux fesses. Le premier truc que j'entends souvent et qui est un vrai blocage ou en tout cas une manière de penser qu'il va falloir débloquer, c'est j'ai trop d'idées, je suis trop créative, j'ai envie de faire plein de choses. Vouloir tout faire, en gros, c'est le meilleur moyen de ne rien faire du tout. C'est-à-dire que quand on a plein d'idées, c'est une bonne chose au fond parce que ça montre effectivement qu'on est créative, mais en général, on part dans tous les sens et ça, c'est pas bon signe. Ça montre en fait qu'on n'a pas de direction, qu'on n'a pas de vision. La vision d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur, c'est savoir ce que l'on veut faire, la finalité du projet, savoir pourquoi on le fait et pour qui on le fait, et aussi avoir la raison d'être et la raison d'exister du projet, la promesse en fait. Pourquoi je me lance là-dedans? Pour quelle raison? Pour qui? Et où est-ce que je veux emmener ce projet? Quelle est la finalité? Sans vision, sans direction, on va nulle part. En gros, parce qu'il n'y a pas de cohérence, on n'a pas de but précis, on n'a pas de finalité au projet. Et s'il n'y a pas ce pourquoi, ce qui nous permet en fait d'avancer, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas prendre de décision. C'est ce pourquoi-là qui permet de prendre des décisions et d'avancer. On va y revenir plus tard, mais en gros, quand on a plein d'idées, on ne peut pas choisir, on n'arrivera pas à se décider, on va vouloir tout faire, on va tout envisager, et au final, ça nous rend immobiles, ça nous paralyse même, parce que choisir, c'est renoncer, et du coup, on n'a pas envie de renoncer parmi nos idées. Alors comment je surmonte ce blocage-là, ou cette manière de penser qui va me faire rencontrer des blocages plus tard? En gros, je me concentre. Alors c'est simple comme conseil, vous me direz, mais je me concentre sur une chose et pour éviter de me lasser, ou en tout cas pour réussir à choisir ce sur quoi je me concentre, je dois définir mon pourquoi, ce qu'on appelle le why. C'est ce qu'on fait dans le programme Créer sa marque, dans la nouvelle version du programme Créer sa marque. C'est ce qu'on fait au tout début du programme. Pourquoi je veux créer ma marque? Pourquoi j'ai envie de lancer un produit? Pourquoi je me lance dans ce projet-là, etc. On pose les bases de la marque, on structure, et ça va nous permettre plus tard de faire un choix qui est éclairé, qui est conscient, qui n'est pas un choix où on a l'impression de renoncer à quelque chose. Au contraire, on sait où on va, on a une direction, on a une vision, et du coup on peut se concentrer dans cette direction-là. Et forcément, vous en doutez que si on se concentre dans une direction, on va aller plus vite que quelqu'un qui a 4-5 chemins, qui envisage 4-5 chemins différents, et qui va essayer d'avancer un peu sur les 4-5 chemins. Non, si on prend un seul de ces chemins-là et qu'on y va à fond, on ira plus vite et on ira plus loin. Ça, c'est pour la première chose à savoir, ou la première manière de penser à démonter, qui est que avoir trop d'idées, c'est pas toujours une bonne chose. La deuxième chose, ça va être de penser, ou en tout cas, on pense ou on se persuade que notre idée n'existe pas déjà. Il y a des idées qui naissent d'un vrai manque de solutions. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un besoin dans notre vie, on va chercher une solution, on va chercher. Soit on ne trouve pas de solution du tout, soit on va trouver une solution aux US par exemple ou ailleurs. Et en discutant avec d'autres personnes, on va se rendre compte que ces autres personnes-là, elles ont potentiellement la même recherche, qu'elles ne trouvent pas de solution non plus. Et en général, ça se passe quand on est sur un produit qui répond à un vrai besoin. Là, je vous renvoie à un épisode de podcast qui parle des marques vitamines et des marques médicaments.
Là, on est vraiment sur un produit médicament. C'est-à-dire que c'est un produit qui répond à un besoin et qui a une réelle demande et potentiellement, ça peut arriver effectivement que la solution ne soit pas là ou pas tout à fait là, pas comme on l'imagine et pas comme plein d'autres personnes la recherchent. Donc là, OK, l'idée elle n'existe pas, la solution n'existe pas, ou elle n'existe pas tout à fait comme on l'envisage nous. Mais parfois, on a juste envie de créer sa marque en fait. Et on va s'inventer un besoin qu'on aurait identifié. Alors j'entends des fois, moi j'ai du mal à trouver des vêtements éco-responsables et pas trop chers. C'est faux, ça existe. Ça existe, il y a des marques qui font ça. Moi je cherche des vêtements éco-responsables pour mon fils dans un style un peu champêtre. Et j'ai pas trouvé ça. Et j'ai commencé à chercher, j'ai pas trouvé ça. Ça aussi, c'est faux. Il y a des marques qui font ça. Souvent, quand on est sur un produit qui est un produit clairement vitamine, qui est pas un produit qui répond à un besoin ou un produit innovant, la plupart du temps, tout a déjà été fait. Dans la mode, notamment, la plupart des choses ont déjà été faites. Donc, en fait, il faut pas s'inventer un besoin ou il faut pas dire qu'on a identifié un besoin si c'est pas vraiment le cas. Si on a juste envie de créer sa marque, c'est OK aussi. Et ça veut pas dire que ton idée, elle a pas sa place et elle mérite pas d'être réalisée. Bien au contraire, finalement, si ça existe déjà un peu, c'est qu'il y a un marché et tant mieux. Il vaut mieux, identifier un marché, se dire: «Voilà, moi j'ai envie de faire ça. OK, il y a telle et telle marque qui le font déjà, mais moi je vais faire, différemment et je vais réussir à créer une marque qui sera unique en son genre», même si, oui, le produit, ça reste, une blouse, au style bohème, ça reste, une collection entière, au style éco-responsable, en recyclé et au style oversize. Oui, il y en a plein des marques qui font ça, mais peu importe, ta marque, elle a le pouvoir d'exister quand même sur ce marché-là. Parce que ça veut dire qu'il y a un marché et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que crois-moi, quand on est sur un produit innovant, il va falloir éduquer le marché. Il y a des marques comme ça, hein. Il y a des marques que moi j'ai accompagnées qui ont des produits innovants qui, n'existaient pas encore, sur le marché, qui se sont lancés. Alors c'est bien parce que on est sur un produit qui est innovant et donc qui répond à une vraie problématique et cetera, donc c'est plus facile des fois de convaincre, la cible quand on a le produit qui est la solution parfaite. Mais par contre, il va falloir éduquer le marché. Parfois, il va falloir faire, ressortir ce problème-là et ce besoin qui est là. Il va falloir vraiment, réussir à créer en fait, son marché, à créer sa place là où il y a pas de place, il y a pas de part de marché à prendre, il va falloir les créer. Quand on a un produit qui ne répond pas à un besoin spécifique, on a juste envie de créer une marque, dans le sens une marque de prêt-à-porter avec des pièces qui nous plaisent, avec des engagements qui nous plaisent et cetera. Là, au moins, la cible est déjà convaincue, c'est-à-dire que ma clientèle, elle s'habille déjà chez des concurrentes, chez des marques concurrentes. Donc ce qu'il me faut, c'est juste d'aller prendre des parts du marché à ces marques-là. La clientèle, elle existe déjà, en fait, si tu veux. Elle existe déjà, il y a déjà des personnes qui dépensent de l'argent pour avoir ces pièces-là. Et ben, on va juste faire en sorte qu'elles viennent dépenser leur argent chez nous, plutôt que chez les concurrents. Mais pour ça, se focaliser du coup sur le produit et sur la collection, ça suffit pas. Ça suffit pas de se dire: «Ah oui, ben moi je vais créer des pièces, au style bohème et pas trop cher». Ça va pas suffire en fait, parce que qu'est-ce qui va faire la différence avec la concurrence? Avec une marque qui potentiellement est plus grande et donc a des économies d'échelle plus importantes que ta marque et va pouvoir proposer des prix qui sont donc moins élevés que la tienne. Par exemple, si ton point différenciant pour toi, c'est le prix, bah, ça aussi c'est une idée reçue. Pour faire en sorte, de se démarquer, il va falloir construire une marque et pas juste une collection. Il va falloir construire une plateforme de marque qui est unique, avec un ADN qui est fort, une vision et cetera, et c'est ce qu'on fait dans l'étape 1 du nouveau programme Créer sa marque. On vient positionner notre marque et prendre une place sur le marché et faire sa place sur le marché aussi quand on est un nouveau produit. On va venir vraiment installer sa marque et pas que le produit. Parce que le produit, c'est pas suffisant pour convaincre ma future clientèle de devenir clientèle, justement. Il va falloir beaucoup plus que ça. Et il y a un dernier point, c'est que parfois, si l'idée n'existe pas du tout, que c'est difficile de trouver des personnes qui l'ont déjà fait, enfin, on ne trouve pas
d'existence sur le marché, ça peut aussi dire que c'est pas une idée réaliste. Par exemple, je reviens sur ce truc de je veux faire une marque éco-responsable made in France et pas cher. Ça, si ça n'existe pas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est pas possible. Parce qu'il y a un moment donné où soit tu vends à perte, et donc le projet il va durer une saison, soit c'est pas possible de faire ça. Le made in France ne sera jamais du mass market, quoi. Ne sera jamais du. Enfin, si je dis ça, en plus il y a des usines qui arrivent à en faire, mais qui font ça sous des marques qui sont des marques de mass market. Mais c'est difficile d'être abordable quand on a, par exemple, des exigences d'éco-responsabilité et de fabrication française. Si ça n'existe pas, c'est que c'est pas réaliste. Ou si ton produit n'existe pas du tout, il faut quand même se renseigner, il faut travailler l'idée, il faut enquêter pour confirmer ton idée et ton projet, pour confirmer que ton produit est réalisable, par exemple, ou que ta marque est viable et qu'elle a effectivement sa place quelque part sur le marché. Voilà donc pour cette deuxième prise de conscience qui est que malheureusement, on se persuade parfois que notre idée n'existe pas déjà, alors que si. La troisième prise de conscience et le troisième blocage qu'on va se mettre dans la tête, c'est penser à la croissance de la marque avant même d'avoir testé son concept. C'est-à-dire, il arrive en fait qu'on pense trop grand, trop loin, on réfléchit à plein de collections, un peu comme quand on a plein d'idées, on veut créer de nombreux produits, on s'imagine plein de choses pour sa marque. Moi, j'ai déjà eu des personnes au premier rendez-vous, au premier échange, qui me disaient, bah voilà, moi, ce que je veux faire, c'est lancer ma collection, l'année prochaine, avoir mes bureaux avec mes employés, etc., etc. Ok, alors d'accord, peut-être que ce sera réalisable, peut-être que c'est effectivement ta vision et que c'est ce que tu veux faire, et que derrière, tu as le budget pour faire ça, ok. Mais il va falloir passer par l'étape, tester son produit et tester son concept de marque. C'est-à-dire, on est juste aux prémices et on se dit déjà, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Alors oui, c'est cool de visualiser, c'est effectivement un vrai pouvoir de visualiser, mais quand on part d'une collection, d'un produit, d'une marque qui doit rencontrer sa cible, il va déjà falloir aller à la rencontre de la cible et lui faire rencontrer ces produits-là. En gros, avant de penser à croître, à grandir, à ce qu'on appelle scaler, c'est important de trouver le bon concept de marque, le bon positionnement, de l'affiner, de trouver le ou les bons produits, nos hit produits, ceux qu'on vend comme des petits pains, ce qui sont des produits gagnants. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as tes produits gagnants, tes pièces qui plaisent absolument à toute ta clientèle, sur lesquels tu as d'ailleurs des vrais arguments de vente, puisque tu as déjà eu des retours, tu as des avis, tu sais ce qui plaît, etc. Bah alors là, go, tu peux penser à viser la croissance avec ces produits-là et avec ce positionnement de marque-là. Parce que sinon, le risque, c'est justement de s'éparpiller. Comme on l'a vu dans le premier point, c'est de faire plein de choses différentes sans leur laisser le temps de rencontrer leur public. Et du coup, tu vas tester plein de choses. Enfin, ça va même pas être du test, c'est-à-dire que tu vas vouloir lancer plein de choses parce que tu veux une grosse marque, tu veux lancer des grandes collections avec plein de modèles, etc. Et tu vas finalement tuer ces produits-là parce que tu vas pas leur laisser le temps de rencontrer leur public et la cible. Ou alors tu peux aussi passer à côté d'opportunités parce qu'en fait, tu fais une marque trop généraliste. C'est-à-dire que tu sors des nouveautés parce que t'aimes ça, parce que t'aimes sortir des nouveautés, parce que t'as envie de sortir des nouveautés pour ta clientèle. Et au final, tu capitalises trop peu sur tes hit produits. C'est-à-dire qu'il y a une saison, il y a un produit qui va plaire. Alors peut-être que tu vas le reconduire la saison prochaine dans une autre couleur, etc. Mais tu vas pas plus te poser de questions sur ce produit et tu vas pas essayer de savoir pourquoi c'est un hit produit. C'est-à-dire que qu'est-ce qui plaît dans ce produit-là? Qu'est-ce qui fait que ta cible, elle est accro à ce produit-là? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à le vendre dans toutes les couleurs? Et comment tu affines ton positionnement de marque en sachant ça? Le produit influence aussi ton positionnement de marque. Il n'y a pas que le positionnement qui influence le produit. Si la pièce que tu vends le plus, c'est une pièce qui est hyper confortable, où tout le monde te dit j'adore parce que c'est une jolie pièce habillée mais très confortable, peut-être qu'il y a quelque chose à récupérer pour ton positionnement de marque. Peut-être que tu peux affiner, que tu vas pouvoir resserrer ton ADN de marque autour de ces notions-là et du coup devenir une marque référente là-dessus, une marque qui sait faire du vêtement
habillé et confortable. Et là, tu vas pouvoir penser à grandir, à scaler et à faire grandir ta marque avec des techniques de scaling. Mais au début, il faut déjà tester son concept. On va pas penser une collection avec 10 produits à l'intérieur sur une première collection. C'est une mauvaise idée, je le dis souvent dans les épisodes de podcast, parce que tu n'as même pas testé ton concept de marque. Parce que pareil, ton ADN, ton positionnement, ton ton de communication, ta plateforme de marque, en gros, il va falloir la tester en grandeur nature et il va pas falloir directement mettre énormément d'argent, par exemple, sur un concept de marque qui ne fonctionne pas tout à fait, qui est pas tout à fait le bon, qui est pas tout à fait OK pour trouver un maximum de clients. Donc, ne pense pas à la croissance avant d'avoir testé ton concept. Démarre par du test et ensuite tu vas grandir. C'est la méthode la plus sûre, la plus rentable aussi, parce que du coup, ça te permet vraiment de tester tes produits et de découvrir les produits qui plaisent vraiment, de découvrir ta cible aussi. Donc ne pense pas de suite à la croissance. La quatrième manière de penser, ou plutôt quatrième attitude que je vois et qu'il faut absolument arrêter d'avoir, c'est de remettre la faute sur les autres ou de chercher des coupables. Alors ça, tu vas me dire, ça fonctionne dans tous les domaines, mais je vais t'expliquer pourquoi je le vois souvent dans les marques de vêtements. Quand on crée sa marque, et surtout quand on crée sa marque, on rencontre plein de problèmes. C'est normal, c'est logique parce que créer un vêtement, créer une collection, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup d'intervenants, c'est une chaîne un peu compliquée, enfin un peu compliquée, longue. Et donc il y a forcément un moment donné où il y a des soucis dans cette chaîne de fabrication. Donc rencontrer des problèmes, c'est tout à fait normal. Mais quand on se met à chercher des coupables, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où l'attitude, elle n'est pas la bonne. C'est là où le mindset, il n'est pas OK. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes dans le textile qui manquent forcément de professionnalisme, qui font des erreurs, etc., comme dans n'importe quel domaine. Mais si cette personne-là, ce professionnel-là, et en tout cas cette erreur est la cause de l'arrêt du projet, alors c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, j'ai déjà entendu, j'ai lancé ma marque, mais mon atelier m'a planté, ou mon atelier était hyper cher, ils se sont trop moqués de moi, alors du coup, j'ai dû arrêter. Ça, c'est une excuse, c'est faux. C'est-à-dire que si Enfin, comment on explique qu'une personne extérieure qui intervient à un pourcentage du projet, c'est-à-dire que c'est pas l'atelier, oui, il va créer la collection, mais c'est pas, c'est même pas 50% du projet, d'accord? Comment on explique que cette personne-là extérieure arrive à planter la marque tout entière? Ça veut dire que les bases, les fondations ne sont pas bonnes. Ça veut dire que la manière dont tu as géré le projet n'était peut-être pas la bonne. Souvent, une marque, elle se plante parce qu'il y a un enchaînement de problèmes. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de problèmes qui arrivent à un moment donné, en chaîne. Une suite aussi de mauvaises décisions qui font que la marque se plante, ou qu'on doit planter la marque. Et à une plus petite échelle, se dire bah, machine, elle est trop chère, c'est n'importe quoi les devis que je reçois, ou eux, ils me disent que c'est pas possible ce que je veux, en gros, ils m'aident pas, ils sont pas du tout aidants, etc. Eux, ils me répondent pas, est-ce qu'ils veulent pas bosser ou quoi? Ça, je l'ai déjà entendu. Et croyez-moi, quand on entend ça, c'est souvent que le problème, il se situe ailleurs. Faut se demander d'où vient réellement le problème. C'est-à-dire que sans chercher de coupable, sans chercher à remettre la faute sur les autres, il faut se demander factuellement où est le souci. Si cette personne-là est trop chère, est-ce que mon brief est OK? Est-ce que j'ai pas demandé trop de choses? Est-ce que j'ai fait un brief assez détaillé pour qu'elle puisse comprendre ce que j'attendais et du coup mon budget? Si tel atelier ou tel fournisseur me dit que c'est pas possible, il me répète ça, ça veut peut-être dire que mon produit n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour rendre ça possible? Si tel atelier me répondent pas, vraiment le truc de, j'ai contacté des gens mais ils me répondent pas, je comprends pas, ils veulent pas bosser et cetera, ça je l'entends. Je l'entends souvent et beaucoup trop. S'il y a des personnes qui répondent pas, si vous avez pas de réponse à des emails et cetera, bah, faut se demander d'où vient réellement le problème. Peut-être que c'est la prise de contact qui est pas OK. Peut-être que la manière ce que vous avez demandé, n'attend pas de réponse finalement. Vous parlez de votre projet de création de marque et sans poser de questions à cet atelier-là ou à ce fournisseur-là, peut-être que, la manière dont vous avez demandé n'est pas OK non plus. Peut-être que la question que vous leur posez ne les concerne pas. C'est souvent le cas.
Donc, en gros, en cherchant à remettre la faute sur les autres ou en cherchant des coupables, en fait, on est simplement en train de fuir la responsabilité qui nous incombe dans un projet de création de marque. Peut-être que cette responsabilité, elle est trop grande pour toi, tu vois. Si c'est ton cas, peut-être que cette responsabilité-là, bah, faut se dire, est-ce qu'elle est pas trop grande? Est-ce que finalement, j'ai pas envie de rester dans un confort un peu plus facile qui serait de faire autre chose? Est-ce que tu es vraiment prête, au fond, à créer ta marque et donc à te confronter à des problèmes, à te confronter à gérer des gens, des professionnels, à gérer des situations en gardant un mindset positif, professionnel et, et en avançant coûte que coûte sans remettre la faute sur les autres ou chercher des coupables. Parce que cette attitude-là, elle va faire que plus personne ne va vouloir avancer avec toi parce que forcément ça donne pas envie. On se dit ouh là là non, ça va être trop de soucis. Euh, et donc tu risques effectivement là de te confronter à des personnes qui ne veulent pas bosser entre guillemets avec toi. Donc voilà pour cette quatrième prise de conscience. Il ne faut pas remettre la faute sur les autres, il ne faut pas chercher des coupables, il faut se demander d'où vient réellement le problème. Et alors oui, il y a des professionnels qui manqueront de professionnalisme, justement, qui vont faire des erreurs, mais ça n'est pas censé écrouler tout ton projet. Si ça écroule tout ton projet, ça veut dire que ce professionnel-là, il a eu trop de clés en main. Ça veut dire qu'il a trop drivé ton projet. Cinquième attitude que je vois trop et qu'il faut arrêter d'avoir, c'est de ne pas savoir ou de ne pas réussir à prendre de décision. Si tu te retrouves à demander l'avis de tout le monde, à écouter aussi l'avis de tout le monde, de personnes qui ne sont ni pro, ni expertes sur le sujet, etc., alors il y a un souci. Si ça t'intéresse autant, c'est que tu n'es pas certaine de ce que tu veux faire, tu n'es pas certaine de ta vision, etc. C'est un peu là aussi comme avec le fait d'avoir trop d'idées. Si tu n'arrives pas à prendre de décision, c'est qu'il te manque un élément quelque part. Un élément qui est en général rationnel. La prise de décision, elle est rationnelle quand on parle d'un projet de création de marque. Elle n'est pas... on va pas faire un sondage et demander à Pierre-Paul Jacques son avis. On est censé, quand on est à la tête de sa marque, pouvoir prendre des décisions. Ça veut pas dire que c'est les bonnes décisions, mais ça veut dire qu'on est censé pouvoir les prendre à l'instant T. Par exemple, j'hésite à sortir une robe toute seule ou alors à lancer 3 modèles pour tester mon concept, justement. J'hésite entre les deux, j'arrive pas à choisir, alors je vais développer les 3 et puis on verra. Je vais décider plus tard, ou même pire, je vais sortir 3 modèles de robes qui se cannibalisent, c'est-à-dire qui ont la même fonction et donc pour ma clientèle qui rendent difficile sa décision, parce que c'est 3 modèles de robes. Parce que j'ai sorti ça parce que j'arrivais pas à choisir et que j'ai très envie de faire ces 3 idées, parce que j'ai plein d'idées justement que je trouve ces 3 idées bonnes et donc je vais lancer les 3 modèles et j'ai pas réussi à choisir. Bah, peut-être que le problème vient tout simplement du fait que j'ai pas défini comme il se doit ma plateforme de marque, peut-être que j'ai pas défini comme il se doit ma vision, ou encore plus probable, peut-être que j'ai pas défini ma cible idéale. Parce que si j'avais fait tout ça, je pense que la décision, elle aurait été beaucoup plus simple à prendre. J'aurais pu, avec toutes ces infos en tête, en regardant ma plateforme de marque, en regardant mon budget prévisionnel aussi, me dire non, je vais pas sortir 3 robes, il faut que j'en sorte qu'une seule. Et cette robe-là, elle doit réunir tel et tel et tel critère qui sont dans mon avatar client, qui sont dans ma plateforme de marque, etc. Une fois de plus, là, le why, le pourquoi, il est hyper important dans ce cas parce que là, je parle d'une décision qui est plutôt une petite décision, qui parle que du produit, genre sortir une robe ou 3 robes. Mais le why en général, il permet de définir, enfin de prendre des décisions même au plus global, c'est-à-dire savoir si je dois aller vendre dans telle boutique ou pas, savoir si je dois investir tant d'argent dans tel styliste, etc. Ça, si j'ai bien défini mon pourquoi, normalement, ça va m'aider à, à savoir comment et quoi faire par la suite. Et dans tout mon projet en général. C'est vraiment c'est la pierre angulaire de mon projet et c'est l'essence même de ma prise de décision. Donc, prendre des décisions, c'est clairement une des qualités les plus importantes pour moi
chez une entrepreneuse qui veut se lancer dans la création de marque de vêtements, et pas que d'ailleurs, dans la création d'une entreprise. Je pense que la prise de décision est primordiale et il faut savoir le faire. Et pour savoir faire ça, il faut avoir des fondations solides. Il faut avoir une structure solide. Il faut être cadré. Il faut savoir où l'on va avec une vision, avec un why, etc. Tout ça, c'est ce qu'on définit dans les débuts, la première étape du programme Créer sa marque, et la deuxième étape aussi d'ailleurs. C'est là où on définit vraiment les fondations de la marque et les fondations de la collection. Et on prend des décisions éclairées facilement parce qu'on a défini tout ça. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode sur le mindset. J'espère ne pas avoir été trop sévère et que vous ressortez de là avec un meilleur état d'esprit et pas en vous disant elle donne trop de leçons celle-ci. Si cet épisode vous a plu, si vous trouvez que je n'ai pas été sévère, alors laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ça me fait plaisir et puis ça aide le podcast à se faire connaître. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.